L'Assemblée va à présent entendre une allocution de son Excellence, M. Kyriakos Mitsotakis, Premier ministre de la République hellénique. Je prie le protocole d'escorter son Excellence et j'invite son Excellence à prendre la parole devant l'Assemblée. Mesdames et Messieurs les chefs de gouvernement et les chefs d'État, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur pour moi de prendre la parole devant cette Assemblée pour la 7e fois en tant que Premier ministre de la Grèce. Et comme bien d'autres l'ont dit, cette année est tout à fait spéciale alors que nous commémorons le 80e anniversaire des Nations Unies. 80 ans d'espoir, de lutte et de progrès. Et cette année jalon coïncide avec un moment très important pour la Grèce. Notre 3e mandat en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité. C'est avec un sentiment de profond honneur que nous acceptons cette responsabilité, avec un sens profond du devoir, alors que notre nation était au fond baptismaux de cette organisation. Et comme bien d'autres nations, mon pays a été détruit par les horreurs de la Seconde Guerre mondiale. La Charte des Nations Unies n'était pas simplement un document juridique. Il s'agissait d'un engagement par lequel jamais plus la force allait avoir le dessus sur l'état de droit. Et pendant 8 décennies, les Nations Unies ont défendu la paix, ont fait progresser les droits de l'homme, ont élargi l'accès à l'éducation, aux soins de santé et à l'égalité pour tous et toutes. L'organisation a été la gardienne du droit international en préservant les règles et principes qui rendent la coopération internationale possible. Les Nations Unies étaient à l'épicentre d'un tournant dans l'histoire. L'organisation a donné une voix aux rêves de peuples qui se sont vus nier leur liberté pendant tant d'années. La décolonisation a donné naissance à de nouvelles nations qui ont rejoint cette assemblée. Et ils sont venus avec leurs histoires, leur culture, leurs rêves, et leur participation a permis de réparer certaines injustices historiques et de transformer cette organisation en une plateforme de réflexion et aussi en un endroit particulièrement divers et diversifié. Ces progrès, ce sont des progrès réels et tangibles qui ont permis au monde d'être plus juste et plus sûr. Mais il ne faut pas penser que c'est un acquis. Ces résultats ont été gagnés grâce aux efforts et aux sacrifices et restent très fragiles. Mesdames et messieurs, un nouvel ordre mondial est en train d'émerger. Le multilatéralisme est sous pression et les grands acquis fondamentaux de l'après-guerre sont maintenant remis en question. Nous sommes témoins de tentatives pour donner une nouvelle vie à des ambitions impériales de siècles passés. Des discours révisionnistes sont en train d'émerger. De nombreux dirigeants sont coincés dans le passé en poursuivant des rêves de gloire passée. La loi du plus fort, voilà ce qui risque de devenir la norme dans les relations internationales. Une norme que la communauté internationale a tenté de surpasser depuis plus de 80 ans. Et cette tendance se renforce à une époque où les défis mondiaux continuent de se multiplier. Le changement climatique, la migration, l'arrivée de l'intelligence artificielle. Notre monde est en pleine mutation. Nous devons accueillir ce changement avec courage et avec un sens de responsabilité, mais jamais aux dépens des principes qui forment le socle même de la communauté internationale ici représentée. Et ce qui est très important, c'est surtout le respect de l'intégrité territoriale et la résolution pacifique des différends. Mon pays se situe à la croisée de 3 continents. Et en tant que tel, la Grèce est un pilier de stabilité et un médiateur fiable dans cette région turbulente. Nous avons une position de principe. Nous respectons les principes du droit international. Nous recherchons le dialogue et la coexistence pacifique avec nos voisins. D'aucuns affirment que ces principes ne sont pas pertinents dans le monde d'aujourd'hui. Nous sommes convaincus du contraire. Nous pensons qu'il s'agit là de la source
d'une force qui nous mène à la paix durable, la seule voie possible. Nous ne sommes pas naïfs, nous sommes bien conscients des menaces et des risques d'instabilité dans notre région. Et c'est pour cela que nous renforçons notre économie, nous renforçons nos capacités de dissuasion, nous renforçons nos partenariats et nous sommes prêts à défendre nos valeurs. Ce ne sont pas simplement des mots. La Grèce alloue déjà plus de 3% de son PIB à la défense et nous sommes prêts à faire plus encore. La sécurité, c'est le socle de la prospérité. Après tout, notre obligation suprême en tant que dirigeants et dirigeantes, c'est de garder nos populations en sécurité. Et nous le faisons d'une façon qui n'est pas isolée. Nous sommes profondément ancrés dans l'Union européenne, le projet multilatéral le plus réussi de notre époque. Né des cendres de la Seconde Guerre mondiale, l'Union européenne a assuré la paix et la prospérité en Europe pour des générations. Mais aujourd'hui, nous devons aller au-delà de cela. Et au sein de l'Union européenne, nous sommes résolus à jouer un rôle plus important dans notre propre défense. Avec la guerre qui revient sur notre continent, je crains bien qu'il n'y ait pas d'autre possibilité. La Grèce, pendant très longtemps, a mené un plaidoyer en faveur du renforcement de l'autonomie stratégique de l'Union européenne. Nous sommes profondément convaincus que le moment est venu pour que nous empruntions de façon conjointe afin de faire face à des projets et de couvrir des projets de défense européenne, notamment les défenses en matière de missiles et de drones. Il est très important que nous revenions sur l'article 42.7, la clause d'assistance mutuelle. Il faut qu'elle devienne pleinement opérationnelle. Un des fondateurs de l'Union européenne, Jean Monnet, a dit que l'Europe a été modelée par les crises et que ce serait la somme des solutions adoptées pour résoudre ces crises. Il avait raison. Ce qui avait commencé comme projet de coopération économique doit évoluer en union qui protège la sécurité et la sûreté de nos citoyens. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous sommes témoins du nombre le plus élevé de conflits armés depuis la Seconde Guerre mondiale. Ces conflits ont causé des dizaines de milliers de morts et le font chaque année. Ces conflits laissent derrière eux la destruction des sociétés détruites, des personnes déplacées par millions. Et au fur et à mesure que nous voyons que nous n'agissons pas, la situation s'aggrave. Nous voyons une instabilité qui devient de plus en plus grave et la violence qui devient endémique. Et rien n'est plus urgent que ce qui se passe par exemple à Gaza. La Grèce, depuis le tout début, a condamné les terribles attaques du 7 octobre contre Israël. Nous défendons le droit d'Israël à se défendre contre une organisation terroriste qui nie à Israël le droit d'exister. Mais nous avons également demandé la libération des otages et un cessez-le-feu global. Et en même temps, il faut être très clair qu'aucune cible militaire, même si elles sont importantes, ne peut justifier la mort de milliers d'enfants, le déplacement forcé de 1 million de Palestiniens de la bande de Gaza et les terribles souffrances humanitaires du peuple palestinien. Nous avons un partenariat stratégique avec Israël, mais ceci ne nous empêche pas de parler de façon franche et ouverte. Nous pensons que si cette situation perdure, cela va porter dommage aux intérêts d'Israël lui-même. Et ceci va mener à une érosion de l'appui international pour ce pays. Et je le dis à mes amis israéliens, ils risquent de s'aliéner tous leurs alliés restants s'ils continuent sur cette voie qui fait exploser la possibilité d'une solution à deux États. La Grèce va continuer de mener un plaidoyer pour une solution de deux États qui envisage la création d'un État démocratique et souverain viable de Palestine, vivant en paix et en sécurité aux côtés de l'État d'Israël. Mais nous devons être lucides pour ce qui est de la feuille de route pour arriver à cet objectif. Les agissements d'Israël en Cisjordanie créent des situations qui n'auront pas de chemin de retour sur le terrain. Il faut mettre fin aux massacres qui ne sont pas nécessaires. Il faut assurer l'approvisionnement durable de l'aide humanitaire à Gaza. La Grèce reste engagée à œuvrer avec tous ses partenaires pour élaborer une feuille de route qui va nous permettre d'atteindre cet objectif, qui va relancer le processus de paix, qui va offrir une lueur d'espoir à cette région qui a tant souffert. Mesdames et messieurs, la guerre en Ukraine en est déjà à sa 4e année. La résistance courageuse de l'Ukraine contre l'agression russe est un témoignage d'un courage sans
précédent et d'une résilience hors du commun. La guerre en Ukraine, ce n'est pas simplement un autre conflit régional européen, c'est une lutte pour la liberté, la démocratie et la dignité. Et surtout, c'est une façon de défendre un ordre mondial basé sur des règles. Nous sommes aux côtés de l'Ukraine de façon inconditionnelle et robuste dans cette lutte. Nous continuerons d'apporter notre appui au peuple ukrainien qui a le droit de vivre dans la paix, dans la sécurité et de décider de son propre avenir. Nous nous félicitons des efforts du président Trump pour arriver à la paix. Nous réitérons qu'il n'y aura pas de processus de paix réel sans un cessez-le-feu immédiat. Et soyons très clairs, il ne peut pas y avoir de formule de paix sans l'Ukraine à la table des négociations et on ne peut pas accepter en aucune circonstance que l'on redessine les frontières par la force. Gaza et l'Ukraine ont monopolisé l'intérêt de cette assemblée. Mais une autre catastrophe humanitaire est en train de se dérouler et malheureusement, cette catastrophe ne reçoit pas l'attention qu'elle mérite. Et je parle du Soudan. 2 ans et demi de guerre terrible. Les civils qui paient le prix le plus fort. Des millions de personnes qui sont laissées sans protection, sans dignité, sans aucune sécurité. Les chiffres sont épouvantables. Près de 12 millions de personnes ont été obligées de fuir leur foyer. La crise de déplacement la plus importante du monde. Plus de 30 millions ont besoin d'aide humanitaire. La famine menace. Les civils doivent être protégés. L'aide humanitaire doit pouvoir arriver sans obstacle. Et ceux qui sont responsables de ces atrocités et ces crimes de guerre doivent rendre des comptes. Il n'y a qu'une seule voie. Il faut que les armes se taisent, il faut un nouveau processus politique. Le monde ne peut pas oublier la population du Soudan. Nous leur devons cela. Nous leur devons la paix et une possibilité de reconstruire leur avenir avec espoir et pas avec désespoir. Et en tant qu'Européens, c'est aussi dans notre intérêt de jouer un rôle actif pour résoudre la crise au Soudan. Dans le cas contraire, nous risquons de faire face à une crise migratoire d'une ampleur sans précédent. Mesdames et messieurs, l'Est de la Méditerranée est une zone d'importance stratégique. C'est la frontière sud-est de l'Europe. La croisée des chemins pour l'énergie, pour le commerce et la Grèce est au cœur de cette région et est située à un endroit géostratégique essentiel. Nous voulons devenir un fournisseur de sécurité énergétique en établissant un lien entre l'Europe et l'Afrique du Nord et le Proche-Orient. En exerçant nos droits souverains qui ont toujours été en respect du droit international, nous renforçons notre empreinte et nous modelons l'évolution de la situation dans la zone. Les projets de connectivité, comme par exemple le grand projet d'interconnexion marine Great Sea Interconnector et le projet GREGI entre la Grèce et l'Égypte sont des projets qui profitent à tout le monde, qui font progresser la stabilité et qui assurent que nos réseaux électriques soient mieux connectés. Cela va permettre de diversifier l'approvisionnement en énergie de l'Europe, cela va accélérer la transition verte et surtout cela va resserrer les liens dans notre région. Nous avons déjà fait de nombreux efforts dans le domaine des énergies renouvelables, mais soyons pragmatiques. Les combustibles fossiles continuent de jouer un rôle important dans notre bouquet énergétique avec le gaz naturel notamment qui sert de pont dans cette transition. Et c'est pour cela que nous investissons dans les infrastructures qui vont faire du gaz, de la Grèce, un pôle pour le gaz naturel liquéfié. En même temps, avec nos partenaires américains, nous sommes en train d'explorer et d'exploiter potentiellement des réserves en haute mer, des réserves tout à fait stratégiques pour la Grèce et l'Europe. Et pourtant, notre région fait face à de nombreux défis, changement climatique, migration, conflits persistants. Et la seule façon de les résoudre, c'est grâce à la coopération, le leadership, la volonté politique et un sens partagé de la responsabilité. Dans toutes nos relations avec nos voisins, nous sommes guidés par une seule boussole, le respect du droit international. C'est la pierre angulaire de notre politique étrangère, c'est la base sur laquelle nous recherchons le dialogue et la vraie coopération. Et je vais commencer avec nos relations avec Turquie. La Grèce cherche une coexistence pacifique avec notre voisin. Et ces dernières années, nous sommes parvenus à baisser les tensions. C'est une évolution positive et il ne faut pas la sous-estimer. Cependant, nous avons été témoins, certes, d'une mer assez calme depuis 2 ans, mais il ne faut pas nous y tromper. Il faut que cela nous permette de renforcer la confiance et de trouver des solutions qui vont dans l'intérêt de nos 2 peuples.
La voie, c'est le dialogue, dans le respect du droit international et dans un idéal de notre région qui ne serait pas modelé par la rivalité, mais par une prospérité partagée. Et comme je l'ai déjà dit du haut de cette tribune, nous sommes prêts à œuvrer pour résoudre le seul problème qui reste encore entre nous, la délimitation du plateau continental et de la zone économique exclusive dans la mer Égée et dans l'est de la Méditerranée. Turquie doit supprimer cette menace de guerre contre la Grèce qui pend toujours comme un sombre nuage au-dessus de nos relations. Après 30 ans, ce casus belli doit absolument être supprimé. Il n'a pas de place dans des relations entre voisins qui s'entendent. La voie de l'avenir, c'est la voie de la diplomatie et pas la langue des armes. Et je vais revenir sur le problème de Chypre. Pendant 51 ans, Chypre a dû connaître les conséquences de l'invasion illégale de Turquie et son occupation militaire. C'est une violation flagrante du droit international et c'est une pression constante sur la paix et la sécurité régionale. Notre engagement par rapport à la souveraineté de Chypre, à son intégrité territoriale et à la solution d'un seul État basé sur une fédération bizonale et bicommunautaire est robuste. C'est une question de crédibilité et de détermination à défendre les valeurs et principes de base sur lesquels se basent les Nations Unies et qui s'alignent tout à fait sur les décisions du Conseil de sécurité. Nous appuyons pleinement les efforts du secrétaire général et de son envoyé personnel pour donner un nouvel élan à la reprise des négociations. Un règlement viable et juste qui défendrait les intérêts du peuple chypriote et qui pourrait contribuer de façon décisive à la stabilité de la région. J'en viens à la Libye. Nos deux pays sont voisins et partagent des frontières maritimes. Il est donc dans notre intérêt commun d'arriver à un accord de délimitation des frontières juste et équitable conformément aux dispositions de la Convention sur le droit de la mer des Nations Unies. Une vraie stabilité dans notre voisinage dépend aussi du fait que la Libye soit unie et souveraine. Le peuple libyen doit pouvoir choisir son avenir sans ingérence étrangère. Et la Grèce est prête à apporter son concours de façon constructive aux efforts menés par les Nations Unies pour arriver à une solution politique et réunifier le pays. Pour ce qui est de la Syrie, après 14 ans de bain de sang, nous avons connu un moment de changement au mois de décembre et un nouvel espoir pour le peuple syrien. L'avenir du pays doit se construire sur la tolérance, le dialogue et la pleine représentation politique pour toutes les communautés ethniques et religieuses. Ce n'est que à ce moment-là que la société si diversifiée de la Syrie pourra trouver la paix et la prospérité sans violence sectaire et sans ingérence extérieure. Mais soyons très clairs. Et je le dis au président syrien, notre appui concernant le rapprochement de la Syrie avec l'Europe dépend d'une condition, la protection des communautés ethniques et religieuses et notamment la protection de la minorité chrétienne orthodoxe qui a été ciblée encore et encore par des extrémistes musulmans. En même temps, nous attendons des autorités syriennes d'agir pleinement conformément au droit international, notamment en respectant la Convention sur le droit de la mer des Nations Unies. Enfin, je vais en venir aux Balkans occidentaux, nos voisins directs, nos partenaires stratégiques au sein de l'Union européenne et certains membres candidats de notre famille commune. Cette région a fait de grands progrès ces dernières décennies. Mais cet équilibre reste très vulnérable. Il y a toujours un risque de faire machine arrière. L'avenir des Balkans occidentaux se trouve au sein de l'Union européenne. La Grèce a été pionnière dans cette entreprise, notamment avec le programme de Thessalonique qui a établi la voie pour cette perspective européenne pour la région. Cette voie doit s'ancrer dans le plein respect du droit international, les accords internationaux de l'état de droit, des droits de l'homme, des droits des minorités, et ça exige également le fait de renforcer la confiance entre les voisins, de revoir certains programmes révisionnistes. Les fantômes et les spectres du nationalisme des Balkans ont hanté la région pendant des siècles et il ne faut absolument pas qu'ils puissent refaire surface. C'est aux dirigeants des Balkans occidentaux d'assumer leurs responsabilités, d'assurer un avenir de paix et de prospérité pour toute leur population. Je vais revenir à un thème que j'ai abordé lors de mon discours à l'Assemblée générale l'année dernière. La technologie, c'est une opportunité en or partagée pour nous tous, mais c'est aussi un défi de la prospérité future. Comme je l'ai dit l'année dernière,
je vais parler de l'intelligence artificielle. C'est évidemment quelque chose de très prometteur, mais qui s'accompagne également de risques et de dangers. Aujourd'hui, nous avons un programme, une stratégie pour l'intelligence artificielle qui est tout à fait visionnaire, grâce à des programmes pilotes dans le domaine de l'éducation, des soins de santé et de la prévention des catastrophes naturelles. Les enseignants et les étudiants vont bientôt pouvoir avoir des contacts avec des assistants qui vont les aider en utilisant des modules d'intelligence artificielle qui ont été adaptés. La télémédecine, les diagnostics de prévention rendent évidemment les soins de santé beaucoup plus personnalisés et accessibles. Et en même temps, cela nous aide à détecter, par exemple, les feux de forêt dès le tout début. Il y a de nombreuses promesses que revêt l'intelligence artificielle, mais dans des mains des mauvaises personnes et sans garde-fou, cela peut devenir extrêmement dangereux. Cela peut avoir une incidence sur la santé mentale de nos enfants. Cela peut inonder la place publique avec de la désinformation et causer des déplacements massifs sur le marché du travail, par exemple, et concentrer un pouvoir immense dans les mains de quelques multinationales. C'est pour cela que j'appelle à la création d'un groupe scientifique international indépendant par des Nations Unies et sur l'intelligence artificielle, d'un dialogue mondial sur la gouvernance de l'intelligence artificielle. Ce qu'il faut faire avant tout pour nous, et c'est très urgent, c'est de protéger la santé mentale de nos enfants. Les preuves scientifiques sont là. Nous sommes en train de réaliser une expérience sans contrôle avec les cerveaux de nos enfants et de nos adolescents. Et ce qui était vu comme un espace de créativité et de connexion, bien souvent, est devenu une scène de manipulation avec des contenus extrêmement toxiques qui atteignent des usagers extrêmement jeunes. Et ces jeunes deviennent en fait tout à fait dépendants. Et cela se fait parce que c'est voulu, ce n'est pas par un accident. Chaque fois que je parle à des parents, j'entends la même histoire. Ils ont peur du harcèlement en ligne, du fait que leurs enfants aient accès à des contenus qui sont pour adultes, avec des normes tout à fait irréalistes de beauté, de promotion, par exemple, pour se faire du mal. Nous nous sentons tout à fait impuissants. Nous ne voulons pas que nos enfants partagent leurs pensées les plus intimes avec l'intelligence artificielle. Nous avons décidé d'agir et nous avons interdit les téléphones dans nos écoles. Nous voulons maintenant qu'une proposition prenne forme, celle de l'âge de la majorité numérique pan-européenne pour avoir accès aux plateformes numériques, qui a déjà gagné l'appui de 13 États membres de l'Union européenne et qui est examiné pour le moment par la Commission européenne. Mais cela ne peut pas se faire uniquement grâce à un dialogue entre les gouvernements et les parents. Il faut que la société dans son ensemble agisse. Il est clair que pour le moment, ce sont des grandes entreprises qui profitent de la santé mentale de nos enfants. Un modèle de fonctionnement qui parvient à capturer l'attention de nos enfants grâce à des algorithmes de dépendance qui les nourrit de contenus toxiques, de déchets numériques. Ce n'est pas acceptable. Comme je l'ai dit l'année dernière déjà, les technologies numériques n'ont rien de différent par rapport aux autres secteurs. Il faut qu'il y ait des règles de sécurité et en matière de santé également. C'est un principe coupole. La norme en or est toujours la même, il ne faut pas nuire. Quand je regarde en arrière, l'époque où les Nations Unies ont été fondées, je me rappelle qu'il y avait un besoin de multilatéralisme et ce besoin, il est tout aussi vivant maintenant en 2025 qu'en 2045. Le multilatéralisme doit être relancé. Il faut l'adapter aux défis de la troisième décennie du XXIe siècle. Mais nous devons le faire avec un ordre basé sur les règles. Les règles ont été décidées pour une raison. Nous devons sauver l'humanité. Nous devons assurer le progrès et la prospérité pour tous. Il nous faut prendre nos responsabilités pour les générations futures. Il faut qu'on se souvienne de nous comme ceux qui n'ont pas amené le monde au bord du précipice. Il ne faut pas nous laisser entraîner par ceux qui nous guident pour le moment, parce qu'il n'y aura pas de chemin de retour. Nous devons être à la hauteur des générations à venir. Merci beaucoup.
On behalf Au nom de l'Assemblée, je remercie le Premier ministre de la République hellénique